Hey coucou, on va faire la séance où je sors de la douche. Mais en fait j'ai réfléchi dans ma douche et je voulais partager cette réflexion avec toi. Je vais éteindre la musique, qui est vachement bien. Allez. Je fais une samba. Hey, tu vois? Tu sais que j'en fais la samba maintenant. Ah mais tu peux pas là. Allez, je vais venir à la caméra en samba. Non, non, pas du. Bon, allez. J'ai très froid. Alors, j'étais dans ma douche et je réfléchissais. Et je me suis dit, tiens, j'ai compris quelque chose. Je t'explique. Ah, oula, t'es complètement tordu, mec. Oh, c'est pas grave. Ma relation avec Léandro, il est en train de changer. Vraiment. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, elle crée des nouvelles peurs. C'est tellement compliqué, les histoires. Elle crée des nouvelles peurs. Et aujourd'hui, en discutant avec ma coloc Sandra, j'ai compris un truc. Je vais essayer de te raconter les choses dans l'ordre, c'est compliqué. On va tenter. Ma relation, elle change parce qu'en fait, tous les deux, on est partis du principe qu'on voulait pas être en couple, que c'était très bien comme ça, machin, machin. On se voit quand on a envie, c'est chouette quand on est ensemble, c'est genre merveilleux, je l'aime trop, il est merveilleux. Et quand on n'est pas ensemble, on n'est pas ensemble. Le délire, c'est... T'es vraiment tordu, c'est chaud. Le délire, c'est qu'en fait, sans s'en rendre compte, en fait, on est devenu un couple. On est devenu un couple. On se voit 2-3 fois par semaine. Mais je crois que je t'avais dit dans l'autre vidéo. On s'écrit tous les matins au réveil, on s'écrit toute la journée, on s'écrit le soir, bonne nuit, machin, machin. On fait des activités ensemble, on se raconte notre quotidien, ce qu'on a fait dans nos journées, machin, machin. On est très heureux de se voir. On est heureux de rien faire ensemble. On n'a pas besoin d'une excuse pour se voir. On se voit juste pour faire rien et c'est chouette. Et surtout, on commence à avoir une intimité de plus en plus forte. Je parle pas de ma vie sexuelle, je parle d'une intimité dans le sens où il y a des connexions qui se font. Il y a plein de trucs qu'on a partagés, qu'on partage en commun et qui nous lient en fait maintenant. Donc ça, je t'avais expliqué dans les vidéos précédentes. Ces liens, ils se sont créés, il y en a de plus en plus en fait, plus le temps avance. Et là, il y a eu deux, trois trucs qui se sont passés, et notamment ces derniers jours, où on a passé le week-end ensemble, à la maison, et c'était trop bien. On n'a rien fait de spécial, mais c'était juste bien. Il y a le fait qu'il ait rencontré mes amis français, je pense que je t'en avais parlé dans une autre vidéo. Je lui ai présenté mes amis français, ce qui était quand même pour moi, ce qui était une étape. Je lui ai présenté mes amis, et on a fait genre une soirée de couple, de 3 couples, et c'était quelque chose, et j'avais jamais vécu ça ici au Brésil. Et après, on a passé un week-end ensemble avec Sandra, avec Jamel, avec le jeune qui vivait chez moi en couchsurfing, machin. Et on a passé un vrai week-end comme un couple, c'est-à-dire se réveiller ensemble, cuisiner, aller à une fête de quartier ensemble, danser toute la nuit, rentrer à la maison, dormir ensemble, regarder un film, enfin, truc de couple. Et là, il y a eu le fait que je suis venue dans son monde. Alors, pour recontextualiser, Léandro et moi, on fait partie de 2 mondes complètement différents. Complètement, à un point qu'il est difficile d'imaginer si on ne vit pas là, ici. Mais en gros, donc moi, je suis une étrangère blanche qui vit à Santa Teresa, c'est-à-dire un quartier assez bobo. Je précise blanche parce que ici au Brésil, quand t'es blanc, t'as absolument pas la même manière d'être traité que si t'es noir, malheureusement, parce que c'est un pays qui est, je trouve, un peu raciste. Je vis donc dans ce milieu-là qui est un peu bobo, privilégié. Ma vie à moi, c'est de faire de l'art tous les jours, d'apprendre des choses, de la musique, de faire de la danse, de faire des choses qui me rendent heureuse. Léandro, lui, sa vie, donc c'est un musicien de métal. C'est un musicien de métal et c'est l'homme le plus doux de la terre, mais c'est un musicien de métal.
qui vit dans une favela, qui vit à Rocinha, qui est la plus grande favela de Rio, du Brésil et de l'Amérique latine. Toute sa famille a toujours vécu dans une favela, dans cette favela de génération en génération, donc c'est un pur sang de Rocinha. Ce qui fait qu'on a du coup non seulement une culture différente du fait que je suis française et qu'il est brésilien, mais en plus de ça on a une culture différente du fait qu'il a grandi dans une favela et que moi, la culture brésilienne que je me suis faite, c'est la culture plutôt blanche, moyenne classe de la meuf qui habite à Santa Teresa, ce qui n'a complètement rien à voir. Lui, il a 2 travails pour pouvoir survivre dans la vie, donc il est musicien dans des groupes qui sont assez connus ici au Brésil, des groupes de métal, des groupes de passinho, et à côté de ça, il est obligé d'avoir un 2e travail pour pouvoir survivre. Il vit avec sa mère et son fils, c'est un père de famille, donc c'est encore un autre truc. Bref, on 2 mondes complètement séparés. Et c'était intéressant pour moi, pour une fois, d'aller dans son monde à lui, parce qu'il connaît que le mien en fait. Chaque fois, il vient à Santa Teresa. Et pour lui, c'est je dis pas que c'est une découverte, mais parfois ouais en fait, parfois ma manière de vivre, voilà quoi, c'est tellement un milieu de sa vie à lui-même qui a 2 mondes, qui a le monde de la favela dans laquelle il vit, cette culture des favelas qu'il a, et à côté de ça, sa culture du mec qui fait du métal avec un groupe connu ici au Brésil et qui a fait le tour du monde avec son groupe. Lui-même a déjà 2 mondes qui sont un milieu de moi. Et donc quand il vient ici, c'est voilà, c'est limite du tourisme. Et c'est intéressant. Et en fait, ce dimanche, moi j'ai passé ma journée dans un bloco, donc un truc à milieu de son monde à lui encore, le monde des blocos, ça lui parle pas. J'ai passé ma journée au milieu de la purpurina, des paillettes, à faire la fête sur une île habillée en rose avec des milliers de personnes habillées en rose qui fêtaient la thématique du bloco qui était un dauphin rose. Donc on a fait la fête pour fêter le dauphin rose, voilà mon monde. Et donc j'ai passé ma journée là-bas et le soir, quand je suis rentrée, j'ai eu envie de le rejoindre à Rocinha. Du coup je l'ai rejoint, c'était marrant parce que j'avais plus mes habits de fête mais j'avais encore mes paillettes sur les yeux, j'avais encore mon maquillage rose, ma tête de folle. Et j'ai mis mes habits normaux, c'est-à-dire une longue robe moulante, un peu à la mode ici, c'est pas fait exprès mais un peu à la mode ici. Et déjà rien que ça, c'était à milieu du monde dans lequel il vit parce qu'en fait, dans les favelas, les gens s'habillent absolument pas, enfin, dans la favela de Rocinha, en tout cas, les gens ne s'habillent absolument pas comme les gens s'habillent à Santa Teresa. Je sais pas trop comment c'est dans les villes françaises, je m'en souviens absolument plus. À Marseille, c'est assez harmonieux, tout le monde s'habille un peu pareil. Je pense qu'à Paris, c'est différent selon les quartiers. Moi, j'habite dans un quartier bobo. Et je dis bobo, mais bobo ici, ça n'a pas trop le même sens. C'est pas vraiment le bobo comme nous on l'entend. On va dire bohème. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je vis dans un quartier bohème où les meufs, elles s'habillent un peu en mode bohème, artiste et compagnie. Dans une favela, les meufs sont absolument pas habillées comme ça. Les meufs sont toutes en micro-short, petit haut. Pour nous, les Français, ça paraît ultra vulgaire, mais dans ce monde-là, déjà du Brésil, de Rio et d'une favela, ce n'est absolument pas vulgaire, c'est une manière de s'habiller, c'est un style. Donc moi j'arrive avec mes vêtements comme ça, avec ma banane qui est totalement un truc de gens du centre-ville, que les gens ne portent pas non plus dans les favelas. Et du coup, ce premier truc-là, ça crée un premier choc culturel. C'est hyper intéressant pour moi. Je sais pas si c'est intéressant pour toi, mais pour moi ça l'est. Ça crée un premier choc culturel. Non pas parce qu'il est brésilien que je suis française, mais parce que je suis de Santa Teresa et qu'il est de Rocinha. Donc c'est au-delà en fait. C'est au-delà de nos identités propres et de nos pays. Et c'est à l'intérieur même de son propre pays et de sa propre culture qu'on a un choc culturel. C'est fou. Et le deuxième truc, c'est que quand on arrive, donc moi j'ai pris Uber pour aller là-bas et lui est venu me chercher en moto parce que sa favela est immense, immensissime, donc il vient me chercher en moto. Et quand j'arrive, je le prends dans mes bras, je lui fais des gros bisous, il me fait des câlins, nanana, tu sais, genre les amoureux qui se sont pas vus depuis des mois alors qu'on s'était vus la veille. Et il m'a avoué qu'en fait, c'était pas dans ses habitudes de faire ça et qu'à Rocinha, en tout cas dans le monde qu'il fréquente lui, les gens font pas ça. Et c'est étonnant parce que dans mon monde ici à Rio, les gens n'ont pas trop de pudeur, ils s'embrassent, ils se mangent la bouche, c'est un gros bordel le monde dans lequel je suis où il y a beaucoup de liberté en fait, il n'y a pas trop de règles. Et en fait, de lui, ce qu'il m'a expliqué et ce que j'ai vu plus tard avec ses amis, c'est que eux, ils sont dans un monde qui est plutôt pudique. Et c'est intéressant parce que ça me rappelle le monde des cités. Moi je suis une meuf de cité, ça me rappelle un peu ce monde là où c'est hyper pudique et où tu peux pas faire la même chose que si tu vis pas dans une cité. Et donc les couples s'affichent mais ils se mangent pas la bouche à tous les coins de rue. Dans les favelas il y a
pas tellement d'homosexualité. Moi je suis très accoutumée, c'est très normal pour moi de voir deux mecs s'embrasser, c'est vraiment mon quotidien dans le monde que je fréquente. Peut-être un tiers des mecs sont gays et peut-être la moitié des meufs sont bi, donc c'est absolument normal. Mais dans les favelas, ici à Rio, ça l'est pas. Et c'est très rare de voir des homosexuels qui s'affirment dans les favelas. Et les pauvres sont ultra victimes de violences. Il y a eu dernièrement un jeune issu d'une favela qui avait disparu et il a été retrouvé en haut d'une favela brûlé et tabassé et brûlé. Donc voilà, ça c'est ce qui peut arriver, c'est très malheureux, c'est vraiment horrible. Et donc il y a cette homophobie mais ça on s'en fout, c'était pour donner un exemple, mais bon voilà, il m'a expliqué que dans une favela il y a cette pudeur qui fait que les gens s'affichent pas comme on peut s'afficher normalement à Rio, et que lui par exemple il a jamais embrassé une fille comme ça dans la rue, dans sa favela, où il fait des câlins comme il m'a fait à moi, si ce n'est la mère de son fils, et c'était il y a genre 10 ans en arrière, et depuis il l'a jamais fait. Et j'ai trouvé ça très intéressant d'une part, parce que c'est quelque chose que je savais pas trop, je m'en doutais que le monde que je fréquentais n'était pas représentatif de Rio, je le savais, mais je pensais pas que c'était autant. Après, je sais pas si c'est un truc de son cercle d'amis ou de cette favela ou de machin. Je pense que les favelas ont un peu la même manière de fonctionner, parce que je crois, si je compare avec ce que je connais, c'est-à-dire la France, dans les cités c'est un petit peu pareil, même si c'est différent d'une cité à l'autre et d'une ville à l'autre. Mais je pense que c'est vrai, ce truc de pudeur. En tout cas, j'ai jamais vu des gens se manger la bouche dans des favelas comme je peux le voir à Santa Teresa par exemple. Et alors, il y avait ce truc qui était intéressant, et le deuxième truc que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait qu'il change en fait ses habitudes par rapport à moi et qu'il s'adapte à moi dans son mode de vie. C'est-à-dire quand il vient à Santa Teresa, il s'adapte complètement à mon mode de vie, surtout. Et en fait, quand je suis venue dans son lieu de vie, au milieu de ses amis, et ben il s'est adapté en fait, et j'ai trouvé ça vraiment gentil de sa part, et j'ai trouvé ça super beau en fait, parce qu'il n'est pas obligé de faire ça, c'est à moi de respecter la manière dont il vit. Et il m'a fait autant de câlins, autant de bisous, il m'a donné autant d'affection, c'est quelqu'un d'hyper affectueux, il m'a donné autant d'amour que ce qu'il m'aurait donné normalement. Et d'ailleurs ses amis se moquaient un petit peu, gentiment, mais ses amis se moquaient gentiment de lui, parce que apparemment c'est vraiment pas comme ça dans leur cercle d'amis, et ils fonctionnent vraiment pas comme ça. Je pense qu'en fait, cette histoire de pudeur, je pense que c'est juste une histoire de bon sens. En fait, je parlais avec ses amis qui m'expliquaient que pour eux, c'était pas normal de se manger la bouche dans la rue comme ça devant tout le monde, parce qu'il y avait des enfants et qu'il y avait des gens qui passaient et que les gens n'avaient pas besoin de nous voir en train de se manger la bouche, qu'on pouvait se faire des bisous, se donner de l'affection, mais qu'on n'était pas obligé de se montrer comme ça en public. Moi, je viens d'une éducation arabe, je viens d'une famille musulmane, j'ai été élevée comme ça. Donc, ce qu'ils me disaient là, ça me paraissait naturel. Après, j'ai énormément changé, et depuis que je suis ici à Rio, j'ai aussi beaucoup changé, parce que cette liberté que m'a offert cette ville, c'est une liberté dont j'avais besoin, je l'ai rencontrée, et maintenant, je peux plus vivre sans. C'est-à-dire, si j'ai envie de manger la bouche de mon mec en plein milieu de la rue devant la terre entière, je le fais sans problème. En France, je l'aurais jamais fait. Dans ma vie d'avant, je l'aurais jamais fait. Mais je comprends tout à fait ce qu'il me dit, et c'est juste, voilà, c'est juste intéressant. Et donc j'ai passé cette soirée avec ses amis. Après j'étais un peu chez lui, j'ai pas encore rencontré sa mère, mais ça va venir bientôt. J'étais un peu chez lui, sa mère dormait. Et la relation, elle a pris un tournant, parce qu'en fait, ça devient sérieux. Et au fur et à mesure de nos conversations, on discute beaucoup, et de la manière dont on se traite mutuellement, il y a de plus en plus d'amour, de plus en plus d'affection, de plus en plus de tendresse, et on devient véritablement un couple. Et je pense que lui, voilà, c'est là où je voulais en venir, je pense que lui, il commence à avoir l'envie de se mettre en couple avec moi. C'est intéressant parce que, tu sais, dans mes autres vidéos, et c'est aussi une question que vous m'avez beaucoup posée dans les commentaires, dans mes autres vidéos, je me posais la question, il y a Jamel qui est arrivé. Dans mes autres vidéos, je me posais la question, est-ce que, à quel moment les Brésiliens se mettent en couple? Parce qu'ils ont ce truc-là où les premiers mois, ils se fréquentent, et ils peuvent fréquenter d'autres personnes. Et je me disais, mais à quel moment ils décident de se mettre en couple? Parce que ça m'était pas arrivé en fait pendant un an. Et je commence un petit peu à comprendre que leur manière de fonctionner, elle est plutôt juste. Parce que tu fréquentes des gens, et je crois qu'à partir du moment où tu sens,
où les deux personnes sentent que ça va le faire, et bien petit à petit, ils excluent les options, et puis après, ils ont une conversation où ils décident de devenir exclusifs. Attends. Asciughe già lei. Você pode falar com Jana que eu gravo um vídeo e vou... Est-ce que c'est aqui? Sim, na casa. Tá, obrigada. Pardon. Pardon, je crois que c'est Jamel, mais son drap d'ouvrir. Ouais, merde, je sais plus ce que je disais. Merde. Je disais que... Ouais, que je trouvais ça plutôt juste. Même si c'est très difficile pour moi en tant que Française, parce que je me suis souvent retrouvée dans ces situations où soit le mec voulait quelque chose avec moi, mais moi j'avais pas forcément envie, soit je voulais quelque chose, il avait pas forcément envie, et comme les codes étaient différents de la France, pour moi c'était douloureux. D'ailleurs, si un jour tu veux, je te ferai un sans filtre dans lequel je te parlerai d'une relation très douloureuse que j'ai eue ici avec un mec qui m'a vraiment fait mal dans mon cœur. Et c'est assez rare de me faire mal dans mon cœur, et là ça m'a vraiment fait mal dans mon cœur. Bref. Et donc, je devrais être contente de ce truc-là, mais en même temps, ça me fait vachement peur. Ça me fait vachement peur parce que il y a des nouvelles questions qui arrivent. Par exemple, une nouvelle question, c'est est-ce que je serais capable de me mettre en couple avec une seule personne aujourd'hui? Après avoir expérimenté ce mode de vie plutôt libre, plutôt polyamoureux, même si c'est pas vraiment du polyamour ici au Brésil, mais plutôt polyamoureux, plutôt je sais pas comment, c'est nul de mettre des mots sur des trucs, mais tu vois le délire. Je me suis demandé vraiment, est-ce que je serais capable de? Je sais pas si je suis capable, j'ai pas la réponse, je sais absolument pas. Après, les questions que je me suis posées, c'est, mais maintenant que j'ai goûté à cette liberté de ne plus être en couple, est-ce que je vais supporter d'avoir quelqu'un dans ma vie à qui je dois rendre des comptes, avec qui je dois parler tous les jours, que je dois voir, machin, et ça m'étouffait rien que l'idée d'être avec quelqu'un pour de vrai. Et puis après, j'ai pris un peu du recul sur cette situation, et j'ai compris plein de trucs en discutant avec Sandra. Aujourd'hui, j'ai compris encore plein d'autres trucs. Et j'ai compris par exemple que depuis un an ici au Brésil, je suis à la recherche de quelque chose. J'ai plein de mecs, et j'ai fréquenté beaucoup de mecs ici au Brésil. J'ai fréquenté beaucoup de mecs en ayant besoin d'amour, de tendresse, de respect, en ayant besoin de plein de trucs. Et je me suis dit, en fait, finalement tout ce que j'ai recherché, que j'ai retrouvé un petit peu chez des mecs, mais genre un truc là, un truc là, un truc là. Au final, tous ces trucs, je les retrouve chez une même personne. Chez quelqu'un qui est genre exceptionnel. Vraiment. De ouf. Il est vraiment exceptionnel. Il est vraiment exceptionnel. Et je me suis posé la question, est-ce que ça vaudrait pas la peine en fait d'essayer quelque chose? Je sais pas, j'ai pas la réponse. Est-ce que ça vaudrait pas la peine? Et quand je pensais à ce truc, de tout ce à quoi j'allais renoncer, c'était très difficile. Et je me disais, mais j'ai envie d'avoir cette possibilité d'être libre, de fréquenter d'autres personnes si je veux, de coucher avec d'autres personnes si j'ai envie, d'embrasser la terre entière si j'en ai envie. Et j'ai pas envie de me sentir obligée de rester avec quelqu'un. Mais finalement, ce que j'ai compris, c'est que... En fait, tu vois, cette histoire de liberté, c'est un état d'esprit. Et de ce que je comprends aujourd'hui, mais qui n'est pas une réflexion terminée encore, mais de ce que je comprends aujourd'hui, c'est que quand on est libre dans ses relations et dans sa tête, c'est pas parce qu'à un moment donné, on est avec une personne, qu'on continue pas d'avoir cette liberté. C'est pas parce que je suis avec Leandro, par exemple, que je peux pas plus tard rencontrer quelqu'un qui va me donner envie de tenter autre chose et d'avoir une autre histoire en parallèle. Mais en même temps, ce dont me donne envie Leandro maintenant, c'est de lui consacrer toute ou quasi toute mon énergie. Et c'est pas parce que je vais lui consacrer toute mon énergie que je vais renoncer à ma liberté. Ça va être, je pense, une relation qui va me combler sur plein de points. Peut-être pendant un temps, peut-être toute la vie. Et peut-être qu'un jour je rencontrerai quelqu'un, peut-être rapidement, peut-être pas. Mais en tout cas,
J'ai pas à ressentir ce besoin de fréquenter plein de personnes pour me sentir comblée si effectivement j'ai quelqu'un dans ma vie qui me comble entièrement ou quasi entièrement. Voilà. Encore une fois, c'est pas une réflexion aboutie, c'est ce que je me dis là. Du coup, ce que j'ai envie de faire pour l'instant, c'est de tenter de concentrer mon énergie sur cette relation. Peut-être pas d'abandonner pour le moment mon histoire avec Lucas, que j'aime beaucoup. L'histoire avec Maiko, je pense que j'avais déjà coupé tous les liens, j'ai plus trop de liens et c'est quelque chose qui est en train de mourir tout seul et c'est très bien parce qu'en fait j'ai plus du tout l'envie de donner de l'énergie pour cette histoire. Ça veut pas dire que c'est pas quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je prendrai beaucoup de plaisir à le voir, à discuter avec lui, à passer du temps avec lui, mais ça viendra pas forcément de moi et je suis pas sûre d'en avoir envie pour le moment parce que j'ai pas l'énergie pour ça du tout. C'est pas que j'ai envie de donner de l'énergie aux personnes qui méritent. Et en fait là actuellement les deux personnes qui méritent dans ma vie, ce sont Lucas et Leandro. Voilà. C'est les deux personnes qui méritent que je leur consacre du temps, de l'énergie et beaucoup d'amour. Réellement. Et donc, je vais voir où ça mène. Je vais voir comment ça marche. Mais en tout cas, je suis bien heureuse d'avoir compris ce truc qui pour moi était un mystère de à quel moment les gens se mettent en couple. Et tu vois, je pensais aussi, je me disais ici à Rio des gens que je fréquente, et ben tout le monde, mais je te l'avais dit je crois dans une autre vidéo, mais tout le monde fréquente un peu tout le monde et en fait tout le monde fréquente un peu personne. Et les gens sont avec tout le monde et sont au final tout seuls. Et c'est un peu pas ce que j'ai vécu parce que j'ai quand même des belles relations, mais je pense que la plupart des gens que j'ai fréquentés ici, qui vivaient ce genre d'histoire, où tu fréquentes plein de gens, comme ça, sans réel attachement, au final n'étaient pas heureux. Et ce que je comprends de plus en plus, c'est que ce qu'on recherche quand même, c'est de l'amour et une forme de stabilité. Et la stabilité, ça ne veut pas forcément dire une relation unique. Tu peux avoir de la stabilité grâce à 2 relations qui vont te combler. Je le pense sincèrement. Tu peux avoir de la stabilité même avec 3 relations, même 10 si ça te rend heureux, à condition qu'elles te comblent réellement et que tu ne perdes pas ton énergie, ton amour et ton temps. Et je crois que les gens sont quand même globalement en recherche de ça et que ça rend pas forcément heureux d'avoir plein d'histoires qui prennent de l'énergie et de l'amour et desquelles tu retires pas quelque chose. Et je crois qu'en fait au final ouais, les gens cherchent quand même beaucoup, malgré ce qu'ils disent ou malgré ce qu'ils font, ils cherchent quand même beaucoup à trouver la bonne personne avec laquelle, ou les bonnes personnes, mais la bonne personne avec laquelle ils vont passer des moments de qualité, en tout cas des relations de qualité. Là je crois que j'ai trouvé quelqu'un d'assez exceptionnel et que ça vaut le coup de tenter quelque chose. Je crois que j'ai dans ma vie 2 relations de qualité très importantes et qui m'apportent beaucoup de bonheur et qui sont assez simples, contrairement à la relation que j'avais avec Maiko qui n'était pas simple du tout mais qui était très instructive. Je pense que ces 2 personnes m'apportent beaucoup de bonheur et notamment Leandro. Et donc j'ai juste envie de tenter ça et de voir où ça mène et d'expérimenter ce truc de double culture différente, culture du pays, culture de l'endroit ou de notre milieu social. J'ai vraiment envie d'expérimenter ça, de voir où ça mène. Et là j'ai envie de passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire rentrer dans sa famille, connaître sa mère, connaître son fils, passer plus de temps avec lui à Rocinha, vraiment connaître son monde. Je suis très curieuse. Je t'avais dit dans ma vidéo sur les favelas que je voulais pas passer du temps dans les favelas s'il n'y avait pas une vraie raison, c'est-à-dire des vrais gens que je connais, que j'aime, qui vivent là-bas. Et là, il y a quelqu'un que je connais et que j'aime qui vit là-bas, donc c'est chouette. Et je suis très heureuse de pouvoir découvrir ce monde-là. Et je suis très heureuse aussi d'imaginer tous les bons moments de rien qu'on va pouvoir passer ensemble et qui vont être vachement chouettes. Voilà. Bon, je te raconterai bientôt la suite de tout ça et la suite de mes réflexions sur mes histoires amoureuses compliquées. Bisous, ciao.